Bonjour tout le monde, on va lire Percy Jackson, le voleur de foudre. Chapitre 2, 3 vieilles dames tricotent les chaussettes de la mort. J'avais l'habitude de vivre une expérience bizarre de temps à l'autre, mais d'ordinaire, elle se terminait rapidement. Tandis que là, c'était une hallucination permanente, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, était insupportable. Pendant le reste de l'année scolaire, j'ai eu l'impression que tout le monde à la pension me faisait marcher. Les élèves se comportaient tous comme s'ils n'étaient absolument persuadés que Madame Kerr, une jeune femme blonde pleine d'entrain, que je n'avais jamais vue avant qu'elle ne monte dans le corps scolaire à la fin de la séance éducative, était notre prof de maths depuis Noël. De temps en temps, je lançais une allusion à Madame Dodds en espérant que mon interlocuteur, pris par surprise, se trahissait, mais à chaque fois, on me regardait comme si j'étais dérangée. Dérangée, ça veut dire genre pas bien dans la tête, un peu fou. J'étais presque venue à y croire. Madame Dodds n'avait jamais existé. Presque. Mais Grover n'arrivait pas à me berner. Chaque fois que j'évoquais Madame Dodds, il hésitait d'abord, puis affirmait qu'elle n'existait pas. Je savais qu'il mentait. Il y avait anguille sous roche, c'est-à-dire genre c'est louche là. Il s'était véritablement passé quelque chose au musée. Je n'avais pas trop le temps d'y penser pendant la journée, mais la nuit, je me réveillais avec des sueurs froides. En proie à des visions de Madame Dodds dotée de griffes et d'ailes de chauve-souris. Le temps a continué de se détraquer, ce qui n'arrangeait pas mon humeur. Une nuit, un orage a fait voler en éclats les carreaux de ma fenêtre. Quelques jours plus tard, la tornade la plus forte jamais réveillée dans la vallée de l'Hudson est passée à 80 km de Yancey. C'est pas beaucoup. Entre autres phénomènes d'actualité, nous avons étudié en cours le nombre inhabituel de petits avions qui s'étaient abîmés dans l'Atlantique. Nous avons pris une bourrasque soudaine au cours de cette année. Donc en gros, c'est le méga bordel. J'ai fini par me sentir irritable et de mauvaise humeur presque en permanence. Mes notes ont dégringolé de D à F. Je me disputais de plus en plus souvent avec Nancy Bobfitt et sa clique. Je me faisais mettre à la porte de la plupart des cours. Pour finir, notre prof d'anglais, Monsieur Nicole, m'a demandé par la millième fois pourquoi je ne donnais même pas la peine de réviser avant la dictée. J'ai fait trop mon insolent. Je l'ai traité de vieux pochard. Je ne savais pas trop qu'est-ce que ça signifiait. D'ailleurs, mais je trouve que ça sonnait bien. La semaine suivante, le directeur envoyait à ma mère une lettre qui officialisait une chose. Je ne serais pas invitée à revenir à l'Institut Yancey l'année suivante. Tiens, mais je me suis dit, parfait. J'avais le cafard. J'avais envie d'être avec ma mère dans un petit appartement de New York, même si cela m'obligeait à aller à l'école publique et de supporter mon horrible beau-père et ses stupides parties de poker. Pourtant, certaines choses à Yancey me manqueraient. La vue des bois par la fenêtre de la chambre que je partageais avec Grover, l'Hudson de loin, les odeurs des sapins, Grover et moi. Même si j'étais un peu bizarre, je me demandais avec inquiétude comment il ferait pour survivre sans moi l'année prochaine. Pendant les cours de latin me manqueraient aussi. Les tourne-fous de M. Brunner et sa foi dans ma capacité à réussir. À l'approche des examens de fin d'année, je révisais plus
que mon latin. Je n'avais pas oublié que M. Bronner m'avait dit que cette matière était d'une importance vitale pour moi. J'ignorais pourquoi, mais j'avais fini par le croire. À la veille de l'examen, j'ai été pris d'un tel sentiment de frustration que j'ai balancé mon guide de la mythologie grecque en travers de ma chambre. Les mots s'étaient mis à danser devant mes yeux, à tourner autour de ma tête. Les lettres faisaient des grands 8. Personne ne pourrait retenir la différence entre Chiron et Charon, polydecte et polydues. Toutes ces conjugations latines, n'en parlons pas. J'arpenterais ma chambre avec la sensation d'avoir des fourmis qui grouillaient sur ma peau, sous mon t-shirt. Je me suis souvenu des l'expression grave de M. Brunner, de ses yeux vieux depuis plus de 1000 ans. Je n'accepterai que le meilleur de votre part, Percy Jackson. J'ai respiré à fond. J'ai ramassé le livre des mythologies. Je n'avais encore jamais demandé de l'aide à un professeur. Peut-être que j'allais trouver M. Brunner et pourrait me donner quelques tuyaux. Et au moins je pourrais m'excuser pour le gros F que je m'apprêtais à récolter à son examen. Je ne voulais pas quitter Yancy sans qu'il sache que j'avais essayé. Je suis descendu au bureau des enseignants. La plupart étaient vides et sombres, mais la porte de M. Brunner était entrebâillée et la lumière de sa fenêtre étirait au sol du couloir. Je n'étais qu'à 3 pas de la poignée de porte quand j'ai entendu des voix dans le bureau de M. Brunner. M. Brunner a posé une question. Une voix qui était très indescriptable. Celle de Grover a répondu. Du souci pour Percy, monsieur. Je me suis figé sur place. Je ne suis pas du genre à écouter aux portes, normalement. Mais je vous mets au défi de vous retenir d'écouter si vous entendez votre meilleur ami parler de vous à une adulte. Je me suis rapproché. Si elle s'était été, disait Grover, je veux dire, une bienveillante dans notre école, maintenant que nous avons la certitude, et eux le savent aussi, nous ferions qu'aggraver les choses en le bousculant. Il faudrait que ce garçon mérite davantage. Mais il risque de ne pas avoir de temps. Les chances de la solstice d'été devra être résolues sans lui. Grover, qui profite de son ignorance tant qu'il le peut encore. Mais il l'a vu, monsieur. Son imagination, a insisté M. Brunner. La brume sur les élèves et les enseignants suffira à les convaincre. Monsieur, je ne peux pas échouer à nouveau dans mes fonctions. Grover avait la voix étranglée par l'émotion. Vous savez ce que ça signifierait. Ce n'était pas un échec, Grover, a dit M. Brunner avec gentillesse. J'aurais dû le reconnaître pour ce qu'elle était vraiment. À présent, soucions-nous plutôt maintenir Percy en vie jusqu'à l'automne prochain. Le livre de mythologie m'a glissé des mains et s'est écrasé bruyamment par terre. M. Brunner s'est dit. Le cœur battant, j'ai ramassé le livre et j'ai rebroussé le chemin dans le corridor. Un homme est passé devant le tableau de verre de la porte de Brunner. Un homme d'une créature bien plus grande que mon prof. On fauteuil tenant dans ses mains ce qui ressemblait étrangement à un arc. J'ai ouvert la première porte et je me suis glissé dans la pièce. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un lent clip-clop assourdi, comme des cubes de bois émitouflés. Puis un bruit d'animal reniflant. Je j'étais à la porte, une grande forme sombre s'est musée derrière le panneau vitré, puis s'est éloignée. Une goutte de sueur a coulé le long de mon cou. Quelque part plus loin, dans le couloir, M. Brunner a repris la parole. Rien, il murmurait. J'ai une heure
à fleur de peau depuis le solstice d'hiver. Moi aussi, pourtant j'aurais juré. Il est temps d'aller se coucher maintenant, Grover, a dit M. Brunner. La journée sera longue demain avec tous les examens. Je ne l'ai pas oublié. La lumière s'est éteinte dans le bureau de Brunner. J'ai attendu dans le noir pendant presque une éternité. Finalement, je me suis glissé dans le couloir et j'ai regagné la chambre à pas de loup. Grover, qui était allongé sur son lit, révisait ses cours de latin comme s'il n'avait pas bougé de soirée. « Hé, m'a-t-il dit, les yeux pleins de sommeil, t'es prêt pour l'examen de latin ?» Je n'ai pas répondu. « Dis donc, t'as une sale mine » ajoute-t-il en fronçant un sourcil. « Quelque chose qui ne va pas ?»« Je suis fatigué, c'est tout. » Je lui ai tourné le dos pour qu'il ne puisse pas me déchiffrer mon expression. Je me suis préparé à me coucher. Je ne parvenais pas à comprendre ce que j'avais entendu en bas. Je voulais croire que tout ça était imaginé. Cependant, il y a quelque chose de clair. Grover et M. Brunner parlaient de moi dans mon dos. Ils croyaient que j'étais en danger d'une manière ou d'une autre. Le lendemain après-midi, au moment où je sortais de la classe, après 3 heures d'examen de latin, la tête pleine à craquer de tous ces noms grecs et romains que j'avais orthographiés de travers, M. Brunner m'a rappelé. J'ai peur à l'instant qu'il découvre que j'avais écouté à sa porte la veille. Mais apparemment, ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. « Percy, a-t-il dit, ne soyez pas découragé de quitter Yancy. C'est mieux comme ça. » Le ton de sa voix était gentil, mais ses paroles m'embarrassaient. Il avait beau parler doucement, toutes les autres gamins qui finissaient leur examen pouvaient l'entendre. Nancy Bobfit m'a adressé un petit sourire moqueur qui fait mine de m'envoyer des baisers sur le bout de la lèvre. « Oui, monsieur, ai-je produit. Je veux dire, M. Brunner avançait et reculait avec son fauteuil roulant, comme s'il ne savait pas trop quoi dire. Ce n'est pas un endroit pour vous. Ce n'était qu'une question de temps. » J'ai senti mes yeux piquer. Mon professeur préféré me disait devant toute la classe que je n'assurais pas, après m'avoir répété toute l'année qu'il croyait en moi. Il m'expliquait que mon destin me favorirait. D'accord, et je dis en tremblant. Non, a fait M. Brunner. Oh, zut, ce n'est pas ce que j'essaie de vous dire. Vous n'êtes pas normal, Percy. Il n'y a pas de quoi. Merci de me rappeler, monsieur, j'ai explosé. Merci beaucoup, Percy. Mais j'étais déjà parti. Le dernier jour de trimestre, j'ai fourré mes vêtements dans ma valise. Les autres garçons plaisantaient entre eux, se racontant leurs projets de vacances. L'un d'eux allait faire de la randonnée en Suisse. L'autre sillonnait les Caraïbes pendant un mois. C'étaient des jeunes à problème, comme moi, mais des jeunes à problème qui avaient de l'argent. Leur père était cadre, ambassadeur, star. Moi, je n'avais rien du tout, issu d'une famille de rien du tout. Ils m'ont demandé ce que j'allais faire cet été. J'ai répondu que je rentrais à New York. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que j'allais devoir trouver un boulot d'été, genre promener des chiens ou vendre des abonnements à des revues, et que je passerais mon temps libre à m'inquiéter pour ma rentrée scolaire à l'automne. Oh, c'est cool, a dit l'un des garçons. Puis ils ont repris leur conversation comme si je n'avais jamais existé. La seule personne à qui je redoutais de dire au revoir, c'était Grover. Mais en fin de compte, je n'avais pas eu à le faire car il a pris un billet pour New York par le même autocar que moi et nous sommes donc retrouvés côte à côte une fois de plus. Pendant le trajet, Grover n'avait pas cessé de regarder des coups d'œil inquiétants dans le couloir, d'observer les autres passagers. En fait, il était toujours montré nerveux sur les cartes chaque fois que nous quittions Yancy. Avant, je croyais qu'il a peur qu'on l'embête, mais il croyait qu'il y avait personne mais il n'y avait personne pour l'embêter dans cet autocar. Finalement, j'ai craqué et j'ai dit «
Tu cherches des bienveillantes? Grover a failli sauter de son siège. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai avoué que j'avais surpris M. Bronner et lui la veille de l'examen. Grover a cligné les paupières. Qu'est-ce que t'as entendu? M'a-t-il demandé. Oh, pas grand-chose. C'est quoi l'échéance de solstice d'été? Il a grimacé. Écoute, Percy, je m'inquiète pour ça, c'est tout. Tu comprends? Ça a été hallucination de prof de maths démoniaque, Grover. Et j'ai dit à M. Brown que t'étais peut-être hyper stressé ou quelque chose du genre, parce qu'il n'y a jamais eu de Madame Dodd. Et Grover, tu es un très, très mauvais menteur. Ses oreilles sont devenues toutes roses. De sa poche de chemise, il a sorti une carte de visite en piteux état. Prends ça, d'accord, au cas où tu as besoin de moi cet été. La carte était imprimée en caractère alembic, ce qui était mortel pour les yeux des dyslexiques. Mais j'ai fini par déchiffrer quelque chose du genre. Grover Underwood, gardien, colonie des Sans-Mêlés, Long Island, New York, 800 en parenthèse, 009-0009. C'est quoi la colonie des Sans? Ne lis pas ça tout, a-t-il glapi. C'est mon adresse d'été. J'ai eu un baissement de cœur. Grover avait une maison de vacances. Il ne m'avait jamais traversé l'esprit qu'il puisse venir d'une famille de riches, comme les autres de Yancy. D'accord, ai-je dit d'un ton morse. Genre, tu veux que je visite ton manoir? Oui, il a haché la tête. Oui, ou si tu as besoin de moi. Pourquoi ai-je besoin de toi? J'ai dit cela plus brutalement que j'aurais voulu. Grover a rougi jusqu'à la pomme d'Adam. Écoute, Percy, la vérité c'est que je suis supposée, genre, te protéger, en quelque sorte. Je l'ai dévisagé. J'avais passé toute l'année avec mes potes avec les garçons qui voulaient se défouler sur lui. J'avais des insomnies à la pensée qu'il risquait de se casser la figure l'année prochaine sur moi. Et voilà qu'il me prétendait que c'était lui qui me défendait. Grover. Et je dis, de quoi tu me protèges au juste? Un grincement strident a retenti sous nos pieds. Le tableau de bord s'est mis à déverser d'épaisses fumées noires et une odeur d'œuf pourri a envahi le corps. Avec un juron, le chauffeur s'est rangé sur la bande d'arrêt d'urgence. Au bout de quelques minutes, à trifouiller sous le capot, il nous a annoncé que nous devrions descendre. Grover et moi, nous sommes sortis avec les autres passagers à l'atelier. Nous étions en rase campagne. Il y avait un coin qui ne retiendrait pas l'attention à moins de tomber en panne. De notre côté de l'autoroute, il y avait à voir des étables, des détritus jetés par des gens qui passaient en voiture. En face, il y avait 4 voies d'asphalte qui luisaient dans la chaleur de l'après-midi. Se dressait un étal de fruits à l'ancienne. La marchandise avait vraiment l'air appétissante. Des cajots débordés de cerises et de pommes vermillon, des noix et des abricots, et une grande bouteille de jus de pomme dans une baignoire à pâte de greffon pleine de glace. Il n'y avait pas de clients, juste 3 vieilles dames assises sur des rocking chairs à l'ombre d'un étal, qui tricotaient les plus grandes paires de chaussettes que j'ai jamais vues. C'est simple, ces chaussettes avaient la taille d'un pull, mais c'était incontestablement des chaussettes. La dame qui était à droite tricotait en une, la dame assise à gauche tricotait une autre, et la dame au milieu tenait une énorme corbeille de fil à tricoter bleu électrique. Les 3 femmes avaient un air antédiluvien, avec leur visage blême et ridé comme des vieilles pommes.
avec leurs cheveux argent retenus par un bandana blanc et leurs bras décharnés dans leurs robes en coton décoloré. Le plus étrange, c'est qu'ils semblaient avoir le regard rivé sur moi. Je me suis retourné la tête pour en parler à Grover. Dès qu'il a vu, j'ai vu qu'il était devenu assez livide. Son nez tressaillait. Grover, je dis, mec, dis-moi qu'elle ne te regarde pas. Elle ne te regarde pas, n'est-ce pas? Ouais, bizarre, non? Tu crois que tes chaussettes miraient? C'est pas drôle, Percy. Pas drôle du tout. La dame au milieu a attrapé une énorme paire de ciseaux or et argent, une longue lame comme des cisailles. J'ai entendu Grover retenir sa respiration. On remonte dans le corps, viens. Quoi? Mais il fait 1000 degrés là-dedans. Viens! Il a forcé la porte et est entré dans le car. Mais je suis resté dehors. De l'autre côté de la route, les vieilles dames m'observaient toujours. Celle du milieu a coupé le film. Et je vous jure que j'ai entendu ce clic-clac malgré les 4 voies de circulation. Ses deux amis ont roulé les chaussettes bleues électriques en boule, me laissant un peu perplexité. Genre, je demandais pourquoi. À qui était-elle destinée? Au Yeti ou à Godzilla? À l'arrière du car, le chauffeur a arraché un gros bout de métal fumant de sous le capot. Le car était ébranlé et le moteur s'est réveillé avec un grondement. Les passagers ont applaudi. Et voilà le travail, a crié le chauffeur. Il a fait claquer son chapeau de la carrosserie. En voiture, tout le monde! Une fois que nous eûmes démarré, j'ai commencé à me sentir fiévreux, comme si j'avais attrapé la grippe. Grover n'avait pas l'air en meilleure forme. Il n'avait pas l'air en meilleure forme. Il frictionnait et claquait des dents. Grover, ouais, qu'est-ce que tu me caches? Il s'est taponné le front excellent de son ici. Percy, qu'est-ce que tu as vu à l'étal de fruits? Tu veux dire les 3 vieilles dames? C'est quoi l'histoire? Elles ne sont pas comme Madame Dodd, si? L'expression de Grover était difficile à décrypter, mais j'ai eu l'impression que les dames à l'étal de fruits représentaient quelque chose de bien pire que Madame Dodd. Pour toute réponse, il a dit, raconte-moi juste ce que tu as vu. Celui du milieu a pris ses ciseaux à couper le fil. Il a fermé les yeux avec un geste avec les doigts un peu comme s'il signifiait que ce n'était pas ça, quelque chose d'autre, quelque chose presque plus ancien. Il a dit, tu l'as vu trancher le fil? Ouais, alors? Mais je rétractais. Je savais déjà que c'était grave. Je refuse d'y croire. Si ma mère dit son pouce, je veux pas que ça se passe comme la dernière fois. Quelle dernière fois? Toujours en 6e, il ne dépasse jamais la 6e. Grover agit parce qu'il commençait vraiment à me faire peur. De quoi tu parles? Laisse-moi te raccompagner à la gare routière à chez toi, promets-le-moi. Et ça m'a paru une drôle de demande, mais je lui ai promis qu'il pourrait me raccompagner. C'est une superstition ou quoi? Ai-je demandé. Pas de réponse. Le fil tranché. Grover, ce fil tranché, est-ce que ça signifie que quelqu'un va mourir? Il m'a regardé tristement, comme si je connaissais déjà les fleurs qui me plairaient le plus sur mon cercueil. Donc, c'est la fin du chapitre 2. Dans une prochaine vidéo, on risque de regarder le chapitre 3. Grover perd son pantalon à l'improviste. Donc, si vous aimez ça, abonnez-vous, mettez le pouce bleu et faites des commentaires parce que je lis toutes. Et ouais, donc à la prochaine. Ouais.